Salut Adrien, Salut Sophie Aurore. bienvenue au Tea Time d'Adrien et Sophie. Ouais, mais c'est quoi le tea time? Le Tea Time, c'est toi qui vas l'expliquer. C'est moi qui l'explique. Oui, c'est Alors toi le qui tea time, c'est une conversation entre toi et moi où tu représentes la patiente Mhm. qui vient pour elle Oui, et je représente le thérapeute qui, du mieux qu'il peut, oui. cherche à t'aider en t'interrogeant sur ce qui se passe pour toi. Et on aborde tous les sujets? C'est toi qui vas le dire. Mais a priori, oui, tous les sujets. Ouais, je suis d'accord pour qu'on aborde tous les sujets. Ok, cool. Bienvenue au Tea Time. D'Adrien et Sophie. Merci. Une sensibilité particulière sur la qualité des voix. Il y a des voix qui passent plus ou moins bien sur le micro et que ta voix semble être un tout petit peu plus... Bon, tu dis aiguë, mais j'allais dire, et je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elle détonne un peu. Ouais, alors écoute, c'est très drôle parce qu'en fait, pendant que tu dis ça, moi j'ai l'enregistrement en face, les gens ils voient pas, mais en fait, toi ça fait une ligne toute droite, tout est posé, tu sais, l'image des sons, et moi ça fait ting tang, tung tang, tang, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc attends, je vais essayer de parler très posément. Faut pas forcément... Là, c'est pas tricher. Hein. Ouais, mais là je triche. Là, c'est de contrôler ta voix plutôt que de voir que ta voix n'est pas encore dans la tonalité qui probablement serait plus la tienne. Tu me connais, ça va m'énerver, forcément. Là, je ne pense qu'à ça, je ne regarde que ça. Parce que du coup, j'ai comme objectif que ce soit ça. Et comme on a parlé dans le podcast précédent du fait qu'il fallait que j'ai tout de suite, là, ça m'agace. Ok, observe que ça t'agace, accepte que ça t'agace, et ensuite estime si t'agacer de ça est épanouissant ou pas. Non. Non, ça l'est pas du tout. Oui. Ok. Voilà. Bon, donc j'arrête. Idéalement. Idéalement, ce serait bien, Sophie. Idéalement, parce que c'est pas des choses que tu vas pouvoir contrôler et donc stratégiquement changer. Non, ouais. Ça va changer parce que tu vas te changer toi. Oui. Donc, il faut que j'arrête de contrôler ça. Bon, du coup, il va me falloir des pistes. Qu'est-ce qui apaise la voix? Le fait d'être apaisé soi-même. Tout simple. Mais écoute, j'étais en train de dire que j'avais l'air d'être apaisée, là. Oui, mais tu l'es, de fait. Mais tu n'estimes pas jusqu'où tu peux aller dans l'apaisement. Ouais, et peut-être que ton apaisement est ponctuel et pas profond. Il est dans l'instant parce que, pour info, on a fait un tirage de cartes juste avant qui était quand même spectaculairement bien juste par rapport à ce qu'on était en train de faire. Qui était ouf. Ouais. Et du coup, c'est un apaisement qui invite un apaisement plus profond, mais qui est peut-être juste un apaisement de l'instant. Oui, et d'ailleurs, c'est marrant, je le vois dans l'enregistrement. Il faudrait que je sois comme ça tout le temps. J'aimerais. Si tu dis il faut, je serais comme ça tout le temps. Si tu dis il faut, c'est une injonction. Et si tu dis il faut, c'est-à-dire qu'il y a un jugement de je ne suis pas encore comme ça. J'ai envie, créer une intention de. Ça, c'est on va dire, énergétiquement déjà différent. Ouais, j'ai envie d'être comme ça tout le temps. J'ai envie de me sentir apaisé. Je suis sur la voie de ça. Voilà. Et donc ça, c'est déjà aussi enrichir le fait que c'est déjà le bon chemin. Oui, c'est marrant parce que la carte parlait de ça d'ailleurs. Du fait que dire à voix haute les choses te mettent déjà sur le chemin. Enfin, c'est comme les accords Tolkien. Oh, je vais arriver. Là, je vais te laisser bien galérer parce que je vois très bien ce que c'est. Tolkien. Qui parle de la parole. Tu vois, du fait que... Comment ils en parlent? Ils disent que ta parole, elle crée, en fait. Elle crée ce que tu dis, tu le crées, en fait. Et qu'il faut donc maîtriser sa parole. Alors, sauf erreur, c'est que ta parole soit impeccable. Voilà, que ta parole soit impeccable. C'est exactement ça. Et du coup, impeccable... moi, j'adore ces 4 accords Toltec parce qu'ils sont d'une simplicité confondante, mais d'une difficulté... à appliquer au quotidien. N'interprète rien, je les ai pas en tête, mais n'interprète rien que ta parole soit impeccable. Non, je les ai pas non plus. J'ai un livre magnifique d'ailleurs à ce sujet. Moi j'ai le complément aussi sur maîtriser l'amour ou quelque chose comme ça du même auteur, qui était extraordinaire aussi. Très intéressant. À lire. Mais on avait choisi un thème là pour le podcast, on n'est pas parti là-dessus. Non, pas du tout. Ça fait 5 minutes et nous... On n'est pas du tout là-dessus. On n'est pas du tout là-dessus. Mais comme c'est intéressant, ce qu'on vient de dire, on parlait de l'alimentation. Ouais. Voilà. On parlait même plus précisément de la notion de manger ses émotions.
l'alimentation émotionnelle. Bienvenue sur le podcast de l'alimentation émotionnelle. Au bout de 5 minutes, on y est. Et les réflexions qu'on mène sont des réflexions de personnes qui essaient d'y réfléchir, mais c'est pas forcément des solutions ou des évidences pour tout le monde. Ouais, c'est non, pas là, forcément comme ça que ça se joue. Faut être très clair avec ça. Hein. On n'est pas nutritionnistes. Mais on reconnaît déjà en nous, on avait plus ou moins le même genre de mécanisme visiblement, c'est que moi je te proposais l'idée que quand moi je suis en joie, je peux avoir un lâcher-prise qui n'est pas forcément le bon terme, c'est qu'en gros je me laisse complètement aller. Oui, c'est pas du lâcher-prise en fait. Non, c'est du laisser aller, c'est vraiment la subtilité complètement importante là-dedans. Parce que je vais avoir un plaisir à enrichir le moment, parce que justement l'alcool y aide, parce que les plats plus riches aident ça, gras, sucré, tout ce que tu veux. Ouais, moi je suis très très gourmand sur les bords, effectivement. Dès que ça va bien, je vais avoir tendance à laisser aller. Ouais. Mais il y a d'autres situations qu'on reconnaissait aussi tous les deux, cette notion que quand ça va moins bien, j'ai plus de tendance à grignoter, plus de tendance à finir les repas avec des trucs sucrés, plus tendance à me resservir. Oui, en fait, peu importe l'émotion, moi je vais la caler avec la bouffe, la nourriture, pardon. Ouais. Alors, ce que je pourrais éventuellement suggérer, c'est que derrière la nourriture, il y a une relation particulière si on parle de l'origine de la nourriture. Alors, vas-y, ça m'intéresse. C'est proposition, c'est toujours pareil, mais à l'origine, l'alimentation, c'est qui l'amène ? La mère. Ouais. Et que tout ce qui est alimentaire est souvent en lien avec la maman. Eh bien, c'est super. Allez, après, tout à l'heure, j'ai fait le père, maintenant j'ai fait la mère. Et comment tu définirais, toi, ta relation ? Là, ma mère. Est-ce que ça te convient là, dans ce cadre-là qu'on essaie de... Qu'on parle de ma mère ? Ouais. Oui, tu sais bien. Non, je suis pas... Ouais, mais c'est bien de... Non, je suis pas gênée avec ça. Parce que tu définirais... Parce que la nourriture, elle est effectivement physique, c'est-à-dire concrètement la nourriture, mais il y a une autre forme de nourriture. L'amour. Ouais. Et comment je la ressens, c'est-à-dire comment la complétude de la maternité est apportée. Ok, alors... Très intéressant parce que ma mère ne me montrait pas l'amour comme j'attendais qu'elle me le montre, c'est-à-dire avec de l'attention, avec de l'écoute, avec des gestes tendres. Par curiosité, est-ce qu'elle t'a allaité ? Non. Mais par contre, paradoxalement à ça, elle m'a toujours montré qu'elle m'aimait en me faisant à manger. Son langage de l'amour... Souvent les mamans font ça. Ça m'émeut. Parce que quand elle fait un truc qui est pas bon, qu'elle loupe un truc, et c'est très rare, parce que c'est une des meilleures cuisinières du monde, ma mère. Quand elle fait un truc qui est pas bon, elle se fustige. Mais elle se fustige comme si elle avait provoqué l'effondrement du monde. Ouais. Parce que c'est vraiment très important pour elle de me nourrir de cette manière-là. Quand je vais la voir, j'ai toujours le droit à 15 tupperwares avec écrit dessus au marqueur sur chaque tupperware ce que c'est, pour combien de personnes, comment il faut le réchauffer. J'exagère, mais pas tant que ça du tout. Et je me suis rendu compte que j'étais pareil. J'aime bien offrir à bouffer aux gens. D'ailleurs, tu vois, ce matin, je suis arrivée, je t'ai offert à manger. Les gens que j'aime, mes amis, ma famille, ça passe par la bouffe. Et quand je rate un plat, moi aussi, et que la personne en face, elle fait une drôle de tête et tout, mais c'est comme si waouh, j'avais loupé un truc hyper... Je vais mal donner mon amour, tu vois. Ok, et donc oui, si on en vient à la mère, je considère que j'ai manqué d'attention, tout comme elle a manqué aussi, je veux surtout pas si elle écoute ça en fait, que ça la culpabilise de quelque chose. Oui, mais comme elle écoute pas mes podcasts, c'est bon, on est tranquille. Je sais pas comment ça marche. C'est passionnant ce genre de sujet parce que l'alimentation est effectivement une forme de sécurité aussi, on en parlait dans le précédent. Il y a une forme d'urgence quand on est enfant à manger tous les jours à sa faim. Et effectivement, c'est effectivement une pression pour les parents, la maman surtout, que son enfant soit bien nourri. C'est une préoccupation. Et bien nourri, ça veut dire bien aimé. Donc si je suis pas bien nourri physiquement ou pas bien nourri affectivement, il peut y avoir des carences qui se manifestent ensuite à l'âge adulte comme la nourriture est un moyen de remplir quelque chose. Et ça remplit quoi ? Quel besoin ? Quel espace ? C'est toujours... parce que là, je te proposais, moi, dans l'appréciation, c'est que quand ça va moins bien, je vais avoir tendance à laisser aller les quantités. Oui, comme quand ça va bien, elle t'emploie le même mot pour les deux. Donc, c'est ce qui fait la particularité et la complication pour gérer l'alimentaire quand c'est
laisser aller dans les deux cas. Ouais, moi je suis comme toi. Très, très heureuse, très en joie, très euphorique. Je vais manger, c'est très épicurien. Et ça picole et ça fait des énormes plats. Mais dans la joie, je le fais, je suis contente, je m'offre un cadeau alimentaire. Tu vois, je me fais des tartines de beurre de camembert, tout puis gras, bien gras. Et inversement, comme toi, quand je suis là, rien ne va, le monde s'écroule. X ou Y ne m'aime pas. J'ouvre tout, puis il n'y a jamais rien qui me plaît. Ça, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Je vais tout manger quand même. Ce qui est douloureux parce que c'est une perte de contrôle ou une perte de maîtrise sur soi. Alors déjà parce que tu l'avais pas vraiment, ou je l'ai pas non plus. Mais de chercher à se la réapproprier, c'est de remettre à son juste niveau l'alimentation. Oui. Et pareil, j'aspire à être un peu, parce que le principe japonais de manger avant satiété, en gros tu t'arrêtes à 80% de ton plat quasiment. Ça serait l'idée, hein. Je la formule pas bien. Je fais des plats comme ça. Non mais c'est ça déjà en quantité ça va pas. 20 mètres de haut sur 20 mètres de large. Mais il y a des stratégies par exemple en termes d'alimentation, on te dit déjà réduisez vos tailles d'assiette parce qu'effectivement tu remplis une assiette, si ton assiette est énorme tu vas la remplir. Mais je peux pas manger dans une petite assiette. Ah comme ça m'énerve. Oui. Hein? Mais en faisant ça, tu as déjà probablement une quantité alimentaire qui sera amoindrie de fait parce que stratégiquement tu es allé chercher des petites assiettes et c'est déjà ça la différence. Est-ce que je choisis les grosses ou les petites assiettes? C'est de la discipline et moi j'ai une croyance ultra limitante. Joli terme, j'aime bien discipline. Ouais, j'ai vu. Hyper limitante, hyper limitante, c'est vraiment une grosse croyance que je dois faire péter, c'est je ne suis pas capable de. Sur ça, autant là je l'ai explosé pour plein de domaines, autant pour la nourriture, je suis pas capable ou j'ai pas envie? Je suis pas capable parce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de changer mon alimentation, mais ça fait 30... Non, est-ce que j'ai vraiment envie de changer mon alimentation si je crois que j'en suis pas capable? Ouais, je pense. Je pense que tu peux avoir vraiment envie et penser que t'en es pas capable. Ça peut être un... Non, alors, du coup, ça c'est intéressant parce que ça tourne en rond. Ouais. Parce que là, t'es dans les deux oppositions paradoxales. J'ai envie, mais je ne fais rien pour montrer que j'ai envie. Oui, un peu comme avec X que nous avons évoqué tout à l'heure. J'ai envie que cette situation finisse, mais je ne faisais rien, je n'ai rien fait pendant 2 ans pour qu'elle se finisse. Et j'ai pris la décision. Serait-il possible que tu fasses pareil avec la bouffe? Mais j'ai essayé plein de fois et j'y reviens toujours de changer mon alimentation. D'avoir un autre rapport à l'alimentation. Ok, quel devrait-elle être ce rapport? Beaucoup plus cool, beaucoup moins émotionnel, plus lié à la faim qu'à l'émotion. Et t'es plus dans la quantité ou la qualité? Ouais, regarde, mon pauvre, je suis plus dans la quantité. Parce que ça, si c'est bon, parcimonieux, presque frugal parfois, mais que tu te concentres sur la qualité, tu y prends du plaisir. Mais apparemment, et moi c'est un peu mon cas aussi, j'ai plus de plaisir à la quantité qu'à la qualité. Ouais, pareil. De fait, il y a un truc qui est choisi là-dedans. Et si on était en train de parler du fait qu'il y avait une relation entre l'alimentaire, l'amour apporté par la mère éventuellement, et le besoin de quantité, c'est qu'il y a un gros manque derrière. Bon, on est mal barré, mon petit Adrien, on est mal barré. Non, je suis pas mal barré, parce qu'en même temps, là, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est un rare sujet, un des rares sujets où du coup, là, pour le coup, j'ai pas encore transcendé ça. Bah comme moi. Je fais la démarche ces derniers temps là pour le coup pour te partager parce que c'est ce que je te disais avant de commencer ce podcast là, c'est que j'ai des attitudes très extrêmes. Je peux passer des périodes à jeûner, mais à côté de ça je vais faire n'importe quoi. Ça me fait trop rire parce que quand on a commencé à parler de ça avec toi là, au début quand je t'ai parlé de ça puis que tu m'as dit ah oui moi aussi, dans ma tête je me disais attends, est-ce que c'est vraiment le gars un jour je suis arrivée, je lui dis ah il y a du chocolat, il me dit non je n'en prends pas, ça fait 6 jours que je suis en jeûne, je mange un thé, je bois un thé, d'accord, ok. Oui, bon, ouais, effectivement. Non, c'est bien, ça me rassure. Du coup, ça rassure, ça casse un peu le mythe. Ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, chacun a ses difficultés. C'est malgré tout très extrême dans la démarche. C'est de l'un à l'autre, sans chercher une espèce de santé au quotidien. Okay. Et donc là, j'en parle comme si je me faisais réfléchir en même temps pour le coup. Parce que ça, c'est un truc que, super. Tu vois, ça fait 1 mois où chaque semaine, je me rajoute pas une contrainte, mais vouloir changer quelque chose. Donc, j'ai fait 1 semaine sans café,
La semaine suivante, j'ai rajouté 100 cafés plus un autre truc. La semaine encore suivante, j'ai rajouté café plus un autre truc plus un autre truc. Je meurs si j'arrête le café, Adrien. Je meurs. Tu crois que tu meurs? Oui, je crois que je meurs, bien sûr. Alors, moi, depuis que j'ai entendu les bénéfices potentiels de l'arrêt du café, parce que j'étais un peu abusif aussi sur le café. Ah, t'étais abusif, ouais. Abusif, hein. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne maîtrises rien, là. Et c'est un café, si tu l'as pas, il y a un truc qui va pas. Moi aussi, mais moi je suis très agressif le matin si j'ai pas mon café. Oui, mais c'est n'importe quoi. Regarde, il faut que tu observes que c'est probablement une situation de drogué. Oui. Parce que il n'y a pas de café à la maison pour le lendemain, mais je me lève le matin, c'est la première chose que je vais chercher. C'est un paquet de clopes. Je te dis ce que j'ai fait. J'avais pas de café en début de semaine et en fait j'ai fait du tri dans ma maison. Désespéré à chercher? Non, j'ai aucun. Il n'y avait pas de rapport entre le manque. Mais en faisant du tri, je trouve une boîte de Nespresso, ces capsules que tu mets dans une machine, machin. Ouais. J'ai pas de Nespresso à la maison et je me fais du café soluble. Et ben dis-toi, j'ai pris une capsule, je l'ai percée avec un couteau et je l'ai mis à chauffer dans l'eau. C'était dégueulasse, mais je ne voyais pas d'autre solution. J'avais l'impression que j'allais mourir en fait. En fait, c'est pour moi c'est ça, c'est-à-dire que je suis exactement dans cette situation-là avec le café. Ouais. Et reprendre la main sur ça, c'est commencer une démarche de s'approprier justement l'alimentation. Parce que tu vois, la deuxième semaine, j'ai arrêté le sucre. Arrête café, arrête sucre. Oh là là, mon Dieu. Oui, donc tu veux me tuer. Ce matin, Sophie Aurore qui m'amène 2 petites tartelettes à la praline. Bon, elles vont aller... Elodie, elle va mélanger des beaux enfants. Bon appétit, les enfants. Bon appétit, chérie. Ma femme aime beaucoup la praline, donc ça ira très bien. Parfait. Et tant mieux, parce que ni toi ni moi n'allons les manger, c'est vraiment utile que je les ai achetés. La maîtrise de l'alimentation, c'est un sujet passionnant, parce que c'est une meilleure relation à soi. Ouais. Parce qu'il y a énormément de jugement quand on laisse aller l'alimentaire. Je me supporte pas dans le miroir. Je me déteste. La culpabilité, plus. Alors, je me supporte pas et en même temps je m'accepte. Pareil, on est toujours dans le paradoxe. C'est-à-dire que maintenant je me regarde tel que je suis. Je dis, j'aime pas vraiment l'image que je me renvoie. Et c'est vraiment perso, là où avant c'était presque plus pour les autres que pour moi. Pareil, j'en suis au même stade. C'est plus pour les autres, c'est pour moi là. Ouais, vraiment pour moi. Et du coup, j'accepte ce que je suis et je mets en place des démarches qui vont me permettre, parce que c'est toujours pareil, c'est pas tellement le résultat qui compte, c'est pas l'objectif final, c'est le cheminement qui fait que je suis sûr que les résultats vont arriver, mais le cheminement est déjà agréable. J'ai arrêté le café, je suis fier de moi. J'ai lâché ce rôle de drogué, donc je suis beaucoup sur les tisanes, sur les machins, donc c'est sûr que non, mais c'est ça. Mais autant te dire, sur les compétitions de foot du fiston, quand moi je suis le seul à demander un thé alors que tout le monde à côté boit un café, t'as l'impression... le thérapeute. Non mais c'est ça, en fait tu passes pour celui qui s'occupe de lui et ça. Oui, c'est insupportable, t'as vu. Ça passe moins bien. Ça, tu fais attention à ta santé. Purée. Ouais. Non, comme si tu trahissais le monde qui tourne autour de... Mais parce qu'en plus, on est dans une culture française qui est quand même très culinaire. On est un pays de cuisine. Oui, mais on est un pays de cuisine de bonne bouffe. On n'est pas forcément dans l'excès. On ne vit pas dans le même pays. Pour moi, si tu veux, il y a l'alimentaire, des bons plats, bien mijotés, bien cuisinés à la française, ne veulent pas forcément être liés à la quantité. Moi, je trouve qu'on est vachement dans le... Il y a un... Ouais, si, alors moi, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression tu regardes, alors pour le coup, la qualité des grands restaurants, c'est pas du tout la quantité. Alors oui, t'as raison. Culturellement, on est quand même dans le raffiné. C'est vrai, mais on a tendance, nous en tant qu'humains, en tant que dans la population, à se rabattre de plus en plus sur... je trouve qu'on s'américanise du côté de la bouffe. Et donc c'est intéressant, on s'éloigne du franchouillard. Oui, on s'éloigne de notre raffinement, je suis d'accord. Voilà, tous les plats français sont pas raffinés à ce point-là, mais il y a... Si. Voyons, enfin, Adrien. Non, mais effectivement, ce côté quantitatif est plus américain que franchouillard. Après, il y a une notion de période aussi. Moi, aux États-Unis, mais je reviens, je fais 225 kilos. Je pars un mois, je fais 225. Par exemple, ma sœur, elle avait, je crois, entre 10 et 13 ans quand elle est partie aux États-Unis. Elle a fait 1 semaine ou 2 semaines là-bas. Elle est revenue, elle avait pris 15 kilos. Ouais. Mais d'une difficulté. On embrasse tous nos amis américains. Mais parce que naturellement, c'est sirop, sucre dans toutes les sauces. Je serais tellement heureuse, Adrien. Je suis à vivre aux États-Unis. Ouais, t'es sûr?
Bah, pour la bouffe, pour tout le reste. Ouais, c'est pas le pays où tu bouffes le mieux. Hein. Ah non, on est d'accord, mais pour mon problème émotionnel quantitatif, là, Bah, tu règles rien. Bah, je règle rien, là. Là, je m'écroule. Tu l'aggraves au possible. Et donc, toute cette démarche-là de reprendre la main sur l'alimentation, je pense que c'est un travail plutôt de cheminement au long cours, plus que de stratégie, dire, allez, lundi, je m'y mets. Bon, ça, c'est moi, ça. Lundi, je m'y mets, ça fait 30 ans. C'est moi aussi. Mais lundi, je m'y mets, ça dure combien de temps? Bah, jusqu'au mercredi, jeudi, moi. Parce que c'est souvent le lundi, en général en janvier. Oui. Moi, j'aimais bien beaucoup ce moment-là. C'est-à-dire que t'as passé les fêtes. Je savais que j'allais y aller, là. Tu vois, je savais. Et que tu reprends un peu la main sur ton alimentation, puis au bout d'un moment, tu as les anniversaires, les fêtes. Bah, le premier resto qui suit en général, ou la première. Tu laisses aller un peu trop. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que l'émotionnel a besoin d'être bouffé? Bah, je compte un peu sur toi pour m'orienter là, mais c'est vrai. Ouais. Du coup, je suis pas sûre qu'on va bien s'en sortir. Non, mais on pourrait l'identifier, c'est-à-dire que émotionnellement, s'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, c'est douloureux à l'intérieur. Et déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que si je souffre intérieurement d'une émotion ou de quoi que ce soit d'autre, il y a un affect qui est touché. Je manque de quelque chose. Et comme je suis tout seul à le générer et tout seul à le gérer, entre guillemets, à le subir, il faut que je compense avec quelque chose. Et c'est là où les addictions sont souvent mises en place, c'est là où l'alimentaire peut être une addiction aussi, sur la quantité, je parle. C'est certain. Et même avec le café, c'est un côté addictif. Et donc, reprendre la main, c'est vouloir la santé. Donc, d'une manière inconsciente, quand tu prends pas la main, tu crois que c'est parce que tu ne veux pas la santé ? Ça se poserait comme question. Je pense que pour quelqu'un qui souffre de problèmes de poids et qui entend ça là, et qui n'est pas dans la même démarche que nous, avec le même background derrière, il se dit waouh, en fait, Ce qui est difficile, c'est prendre la responsabilité de ce que l'on vit. Ouais. C'est-à-dire que si tu crois que tu en es victime, il y a effectivement une solution qui est difficile à trouver en soi, parce que je suis victime et donc il y a une fatalité à ce qui m'arrive. Si je reprends la responsabilité, c'est engageant, c'est dur, mais en revanche, qu'est-ce que ça permet de s'élever ? Ça, c'est bien plus... C'est ça, ce qu'on néglige dans cette démarche-là, c'est que, oh là là, pauvres de nous qui n'y arrivons pas, et effectivement c'est difficile, et c'est plus difficile pour moi que pour les autres, ou comment elle a fait, et en fait, effectivement, ce déclic-là, il vient d'abord d'un choix de vouloir s'aimer soi. Et quand on voit que c'est corrélé, très souvent, l'amour que j'ai pour moi, et j'ai eu un terme un peu fort qui est venu, mais dans le sens où il est grignoté... Le terme est bien approprié. Oh, mais dis donc. Il est grignoté par l'environnement, grignoté par son manque de capacité à se réapproprier ça, les facilités qu'on va avoir dans certaines propensions à aller faire les courses et qu'on est sollicité à, tu vois. Oui, non, mais après la société de consommation, elle nous pousse quand même à... C'est difficile de s'en sortir, et puis toutes les sources de stress qui effectivement sont extrêmement difficiles à maîtriser. Tu trouves pas que t'es dans un autre extrême en arrêtant ? Tu voulais pas juste un juste milieu, genre plutôt que d'arrêter le café, t'en bois plus que 1 ou 2 par jour? En fait, va dire à un fumeur, fumer 10 cigarettes plutôt que de lui proposer le monde où il fume plus du tout. Si on parle de santé, hein, parce qu'encore une fois... Là tu parles que pour la santé, tu parles pas pour le plaisir. Parce qu'un petit café, en fait, c'est pour moi un plaisir d'être en santé. Là, je sors d'un lumbago, comble pour un ostéo. Mais un vrai lumbago qui te rend complètement incapable de faire quoi que ce soit. Et ben, tu apprécies à 1000% ton corps qui commence à te dire là, on se sent bien. Ok. Ouais. Mais après, est-ce qu'en fait, tu vois, j'avais une discussion avec Noémie à ce sujet-là, qui est la fille dont j'ai parlé dans le précédent podcast. Les chercheuses au CNRS, enfin bref, elle part toujours dans des analyses incroyables, j'adore échanger avec elle. Et elle parlait de la culpabilité. Et en fait, elle disait, tu peux avoir quelqu'un qui va manger du sucre toute sa vie, très sucré, machin, et qui aura pas un problème de poids, qui aura rien, qui aura dans le sang, qui sera tout cool, parce qu'en fait, il aura jamais été dans la culpabilité. Et à partir du moment où tu vas associer culpabilité à ce que tu fais, ça peut dérégler ton corps. Donc tu peux boire du café dans des quantités selon ce
qu'elle m'a expliqué, ou ce que j'ai compris qu'elle m'a expliqué, je voudrais pas déformer ses propos, c'est-à-dire que tu peux boire 3 litres de café par jour et avoir 0 culpabilité, et du coup que ton corps n'ait pas d'impact, si je comprends bien. Tout à fait, mais du coup comme moi je buvais un café comme un drogué parce que je suis dépendant à plusieurs titres, je ne bois pas le café comme d'autres qui boivent le café avec de la joie et complètement détachés. Okay, alors on est d'accord, voilà, il faut bien dissocier. N'étant pas là-dedans, je ne peux pas profiter complètement des bénéfices du café puisque j'en suis dépendant. Ben, je suis un peu comme toi du coup pour le café. Qu'est-ce qu'on parle de café ce matin? En fait, moi je ne digère pas le café, donc j'ai mal au foie toute la journée. Mais concrètement, c'est bon le café? Bah moi je trouve ça délicieux. Mais tu mets du sucre dedans? 1 tonne. Donc, est-ce que c'est bon le café naturel? Moi, je bois le café sans sucre pour le coup. Ah, bah tu vois, j'aime pas le café. Mais donc, j'aime le pourquoi on se force à boire un truc qui n'est pas bon? En fait, ce que tu cherches, c'est le sucre. D'accord. Et t'as le bénéfice de la caféine à côté, mais pour avoir la caféine... Bon, bah Adrien, est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose de sucré qui pourrait... Ah non, me conseille pas une tisane, je t'étrangle. Non, mais l'intermédiaire, c'était la chicorée. Ah, c'est dégueu, Ashley et Lucas, ils boivent ça, je sais pas comment ils font. Bah... Chicorée est un intermédiaire, parce qu'effectivement, c'est, je crois, moins caféiné. Chicorée, je mets plein de sucre dedans. Moi. Oui, mais en fait... Mais le café aussi. Tu te rends compte que tu vas chercher le sucre avant tout. Moi, je connais des gens qui, effectivement, dans une petite tasse, vont mettre 4 sucres dedans. Oui, chez moi. Oui, mais enfin... Ça... Enfin, Sophie. Non, mais ça c'est... Donc, c'est pas ce que je fais, mais moi, mon addiction, elle est liée à la caféine. C'est-à-dire qu'il y a une vraie aspiration de droguer. Moi, c'était le Red Bull. Mais jusqu'au jour où à un moment j'en ai bu un, j'étais en voiture et mon cœur il fait. Mais c'est de la taurine qu'il y a dedans, non? Oui. Mais je pense que il y a une propension à avoir le même genre d'excitant. Ah, c'était ça, c'était le café x 12 dans une canette. Ouais. Donc chercher la sensation, moi, la réflexion par rapport au café, qui fait partie de tout l'alimentaire, c'est quelle est la réaction corporelle à la caféine? Et c'est déshydratant. Donc déshydratant. À plusieurs titres, c'est mauvais pour soi. C'est pour ça qu'arrêter le café, finalement, donne l'impression que tu as une accumulation d'eau un peu plus majorée. Mais en fait, c'est une eau que tu dois garder. Et c'est pas stimulant comme on l'imagine, ça empêche de ressentir la fatigue. Oui, par contre, c'est pas du tout stimulant, on est d'accord. C'est l'inverse. C'est pas stimulant comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai pas mon café, c'est qu'en gros, je suis tellement fatigué, même quand je me réveille, que j'ai besoin de mon café pour commencer à sentir ou ne pas sentir que je suis fatigué. Oui, c'est ça. C'est pas stimulant comme ça. C'est pas stimulant, en gros, ça y est, j'ai la patate. Non. Et en plus, la réaction contrairement à la cocaïne. Alors, parce que cocaïne, café, il pourrait y avoir un lien, parce que du coup, il y a un effet d'hormone derrière ça, qui appartient au monde de la dopamine. La dopamine, c'est une forme de récompense par rapport à toutes les démarches que tu fais. Et que plus tu as des shoots de dopamine importants, plus le reste paraît fade. Et c'est pour ça qu'il y a, pour moi, une nécessité d'évacuer les éléments type caféine pour reprendre la main sur ces sécrétions de dopamine. Et donc, naturel. Et donc d'avoir quelque chose qui est peut-être plus subtil mais plus appréciable. Oh là là, je vais t'écrire cette semaine en disant ça y est, j'arrête le café, je le sais. Tentez la chance. Non mais bon, au-delà du café, c'est tout mon rapport à la nourriture que je vais changer. Je compléterai là tout ça par ce bouquin-là de Bruce Lipton qui s'appelle La biologie des croyances. C'est que ça parle d'épigénétique, qui est une notion un peu nouvelle, mais je pense que évidemment les scientifiques connaissent ça par cœur, qui est en fait l'expression des gènes. Les gènes, c'est l'ADN. L'ADN, c'est comme une bibliothèque. Et beaucoup, pendant de très nombreuses années, on considérait l'ADN comme étant l'expression même de qui on est. Aujourd'hui, l'épigénétique tend à montrer qu'effectivement, suivant l'environnement... Ashley m'a parlé de ce livre, c'est trop marrant, elle va le voir à l'occasion. À l'occasion, ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Que l'environnement, et environnement au sens très large, alimentaire, aérien, et éventuellement pensée, ont une influence sur l'expression de l'ADN, sous-entendu, ce que je ne connaissais pas. Un gène, donc un codage sur l'ADN, peut avoir plusieurs expressions possibles. Sous-entendu, il y a des bonnes expressions et des mauvaises expressions pour certains gènes. Ça devient... Et c'est fonctionnement cellulaire, c'est un fonctionnement profond. Là, après, moi, tu me perds, là. Je te perds. Dans l'idée, c'est que tout dépend de qui lit le livre. L'ADN, c'est une bibliothèque, et ensuite, il y a des lecteurs. Le lecteur, la qualité du lecteur, la qualité du choix du lecteur, elle dépend de l'environnement.
Si un lecteur, admettons, on prend le truc, l'image métaphorique, ouais, un lecteur joyeux qui a envie d'aller bien, il va avoir des bouquins qui vont aller dans ce sens-là. Ouais. Celui qui va moins bien, il va éventuellement un peu plus sélectionner des bouquins qui sont moins, ok, et ben c'est trop marrant que tu dis ça, puisque j'ai changé toutes les playlists de mon téléphone cette semaine, après avoir pris ma grande décision que je t'ai annoncée. Parce que la tonalité de ma voix elle a changé quand j'ai dit ça. Je me rendais compte que je m'enfermais dans ça. Tu vois, j'écoutais des trucs un peu genre oui. Slimane, tu me manques, machin bidule là, et tous les trucs. Donc des trucs très affectifs. Très sur la fête, sur l'absence, sur le grand amour, tout ça. Et d'un coup, je me suis dit, mais je me nourris. C'est incroyable comme je me nourris de ça. Et nourriture. Non, mais complètement. C'est-à-dire que toutes les petites phrases et toutes les expressions qu'on peut avoir sont effectivement très parlantes par rapport à ça. Donc je me nourris de ça, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant ce que je viens de dire. Et je me nourris de quoi, du coup d'une sensation de manque, d'une sensation de stress, de sensation de quelque chose qui n'est pas épanouissant. Et après, est-ce que c'est étonnant qu'on aille chercher la bouffe pour se nourrir de quelque chose qui n'est pas nourrissant? Mais pas épanouissant. Pas épanouissant. Alors là, la prochaine fois qu'on se voit, je vais dire, écoute, tu vas pas me croire, je me fais des smoothies au céleri. Mais même sans passer dans l'extrême, tu pourrais déjà dire, en fait, j'ai réussi naturellement à réduire mes quantités sans dire, parce que tu vois, on parlait des régimes tout à l'heure, avant de lancer ça. Déjà, identifier quels sont les excès. Si déjà tu maîtrises un peu plus tes excès, déjà, c'est plus la peine de parler de régime, il est question de moins de calories. Oui, je suis pas régime, en tout cas je suis pas du tout inquiète pour mon poids. Je vais pas changer d'alimentation par rapport à une éventuelle prise de poids. Par contre, c'est pas agréable quoi, quand tu manges des grosses quantités puis qu'après t'es tout mou, t'es fatigué, tu sens que ton corps il est pas... Il y a 3 mois en arrière, je faisais des trails, j'ai fait 12 km. Là, le dernier trail que j'ai fait, j'ai été obligée de m'inscrire au 8 et je l'ai fait, mais alors j'ai fait un bon temps, mais je l'ai fait en souffrance tout le long. Alors que l'avant-dernier que j'avais fait, ça faisait 10 jours que je mangeais normalement, enfin avec un rapport un peu plus... j'étais bien. Tu le sens de toute façon dans tout, même quand je vais monter à cheval et puis que j'ai mangé un poulet entier juste avant d'aller manger à cheval à moi toute seule, t'es à cheval, t'es là... En fait, c'est comme si... Encore plus extrême que ça, je posais la question à mon fils avant un match de basket, comment il s'était senti. On est allé au restaurant, il avait mangé un burger qui avait été préparé dans un restaurant, mais quelques heures avant le match, donc c'était vraiment un peu limite pour la digestion, et son copain à lui avait mangé au McDo juste avant. La différence, c'est qu'il y en a un qui disait j'ai pas avancé, je courais pas sur le terrain, et mon fils qui disait franchement j'ai pas senti la différence. Parce qu'il a mangé qualitativement et quantitativement aussi, mais quantitativement sans en pêcher. Alors que son copain, dans la qualité nutritionnelle, enfin nombre de fois moi quand je mangeais à McDo, moi j'ai 2 heures après tu te sens comme une merde. Ouais, puis en fait ça ne me nourrit pas du tout. Manger un McDo c'est comme ça rentre, ça ressort, tu te sens rien. Tu te sens vraiment pas bien. Donc ça pose question aussi sur la qualité de l'alimentation, sous-entendu également quantité de l'alimentation, pour quel objectif, et qui est un objectif aussi peut-être subtil. C'est-à-dire que la santé, être bien, faut se concentrer dessus. Oui, c'est pas juste vrai. Un truc qui... Non, ça tombe pas. Être bien, c'est un état d'esprit. Mais c'est un choix. C'est une discipline. C'est une discipline, et c'est fabuleux parce que le terme discipline nécessite une attitude de bienveillance et d'amour pour soi, de vouloir quelque chose qui est déjà agréable à vivre. Ok, je suis en train de comprendre qu'en fait, de manière inconsciente, je ne veux pas quelque chose d'agréable pour moi. C'est pour ça que je te posais la question qui était délicate. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui, dans cette démarche-là, est un choix ? Si moi aussi, je suis dans la quantité plus que la qualité, si je laisse aller des situations, je sais que je suis affectivement touché, que j'ai des manques. Et dans ce cadre-là, je n'ai peut-être pas la possibilité immédiate de corriger ça. Je me reprends à certains moments de la vie, où tu te dis, allez, maintenant je me reprends en main, mais je vais un peu plus loin à chaque fois dans l'appréciation de ses besoins. Changer ça. C'est-à-dire qu'à chaque situation, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, chaque tentative d'arrêt est déjà une progression vers le prochain définitif. C'est pas merde, j'ai replongé, c'est cool, je me suis donné les moyens d'essayer, de voir comment c'est possible. Et donc à chaque fois que je reprends la main, je sais que je suis parti pour une période où je vais avoir une espèce de motivation, mais j'essaie d'apprécier en même temps une motivation pas d'un objectif
mais d'apprécier justement chaque étape pour ensuite créer une attitude qui soit plus profonde et plus durable. Bah là, j'ai plus trop de choix. Il faut que j'arrête. En fait, je nourris ma croyance. Hein. Il faut. Dès que tu dis il faut... Oui. Je vais. J'ai envie. Mais j'ai envie. Oui, il faut, c'est... Ouais. Je vais essayer ou il faut. Tu peux tout enlever derrière, ça tiendra qu'un temps. Faut que je fasse un régime. J'ai envie de faire attention à mon alimentation. J'ai envie. Oui, en fait, c'est dès que tu mets un acte d'amour dans ce que tu fais, parce que j'ai envie, c'est de l'amour. Avoir envie de quelque chose, c'est je me souhaite le meilleur. Je me souhaite le meilleur, je m'aime. Tandis que je dois, c'est t'imposer une contrainte. C'est exactement ça. Et donc, comme tu le vis... C'est brillant. Mais comme tu le vis comme une contrainte, il y a cette ambivalence qu'à un moment, la contrainte va te saouler et tu vas craquer. Si c'est une contrainte, c'est appréciable jusqu'à un certain point. Sauf si elle t'est imposée que tu n'as pas le choix. Mais elle ne sera pas bien vécue. Tu vois, on pourrait t'emprisonner, on te dit, je vais vous proposer de manger sain. Et on va choisir les quantités. Ça a beau être sain, si tu le subis, ça ne marche pas. Oui, rien que quand tu le dis, là, je le vois comme une prison. Oui, alors qu'on te dit, voilà la table, et toi-même, de toi-même, tu vas dire, je vais me contenter de ça, parce que c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais dur là, oh là là. Oui, mais... Oui, bon, je vais manger ça, puis ça, puis ça. Mais l'attitude de maîtrise de cette situation-là, elle est forcément plus épanouissante, mais elle nécessite un choix. Oui, mais si je lâche cette maîtrise, je vais tellement m'auto-flageller et me crucifier, tout ce que tu veux, que je vais retourner dans mon ancien schéma en disant tu vois, de toute façon, t'en es pas capable. Je pense que ça, c'est vrai à partir du moment où tu vas commencer quelque chose en disant il faut, avec la contrainte. Si tu le fais avec une joie et une envie, t'es aussi dans l'acceptation qu'il y aura des hauts et des bas. Du coup, je m'interroge, est-ce que j'ai vraiment envie de changer ça ? Et tu verras que, justement parce que t'as cette attitude plus légère, t'es plus dans le il faut obligatoire, t'es dans l'envie d'observation du quotidien. Ouais, et je vais m'observer là. Parce que café sucré, et si on enlevait le sucre ? On n'apprécie plus le café, donc quel est l'intérêt du café ? Oui, mais par quoi je vais remplacer mon café ? Il faut que je trouve un truc que je trouve bon. Mais quelle est la raison d'être du café ? C'est le sucre ou la caféine ? Le goût, le petit goût du sucre mélangé au café. Donc t'as besoin du sucre. Mais le sucre le matin, c'est pas du tout la meilleure source d'énergie. C'est là où après il y a des stratégies. T'essayes autre chose. Comment je pourrais prendre du plaisir ? Est-ce que t'aimes le gras ? Cet été, je me faisais des smoothies, mais pas des smoothies genre beurre de cacahuète, banane, lait d'amande au réveil. Je kiffais trop. Tu kiffais ? Ouais, grave. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses refaire ça ? Que j'arrête d'alimenter ce que je suis en train d'alimenter, qui fait que tous les soirs je bouffe une quantité astronomique de bouffe, que le matin je me réveille et je suis crevée. Quel plaisir tu prenais à faire ces smoothies ? J'étais bien, j'étais dans ma cuisine, j'avais tous mes fruits, j'étais jolie. Tu t'occupais de toi. Ouais. Il y avait un truc affectif derrière ça. Un café sucré. Je l'adore. Ouais. Il y a un café sucré, ça prend 15 secondes. Tu fais marcher la machine, tu mets tes 4 sucres et ça y est, tu t'occupes de toi. Mais la qualité de ce que tu y mets, c'est rapide, c'est drogue, c'est intense, mais ça redescend vite. Alors que smoothie, c'est agréable de le faire. Il y a des couleurs, il y a des odeurs. Moi, tu vois, je suis pas très smoothie, mais j'aime me préparer par exemple un œuf avec du fromage. Oui, moi aussi. Le matin. Mais tu manges ça le matin. C'est gras, c'est riche, c'est peut-être trop pour certains, mais ça évite. Pas pour nous. Mais ça évite de passer sur du sucre. Ça a été la transition. C'est ce qui m'a permis moi de changer. Parce qu'il y a un certain point, le matin, je mangeais les gâteaux des garçons. Je vais le réécouter 1000 fois celui-là de podcast parce que c'est vraiment mon cheminement du moment là, mon rapport à la nourriture. Tu sais, le matin, quand t'as les petits gâteaux, les garçons qui mangent des gâteaux parce qu'ils sont jeunes, on va pas commencer à les emmerder avec manger des œufs le matin. Non. Mais bon, ce qu'ils mangent, c'est du sucre. Ma fille pourrait manger du sucre chocolat. Ouais. Donc, le père que j'étais, donne-moi un petit gâteau. Oui, puis tu le trembles dans ton gâteau. Putain, il est vraiment tout petit, celui-là. Il est passé trop vite. Oui, bon, donne-moi un autre, ma chérie. Paquet. Mais moi, je me voyais faire. J'allais chercher en douce les deuxièmes paquets en disant, mais arrêtez d'en manger, les garçons. Arrêtez de vous servir un gâteau, les garçons, papa n'en a plus. Voilà. Maman aussi, pareil. Donc, maîtriser son alimentation, c'est ne pas forcément changer de régime alimentaire, mais c'est déjà d'apprécier quelle est l'attitude face à l'alimentation. C'est donner de l'amour dans l'alimentation. Et vraiment, cet été... Attends, je vais mettre sur pause. Je sais pas. En fait, tu vois, avant, cet été, j'ai beaucoup vu X. Et en fait, comme j'étais bien, parce que j'étais nourrie par X, je prenais vachement plus soin de moi. C'est là que je me suis remis vraiment à courir. C'est là que j'ai commencé à me faire des smoothies le matin. J'ai envie de pleurer, donc là, on va être sur un truc. Bon, tant pis, on va dévier.
je prenais plus de temps avec mes enfants. Après, c'est resté, je l'ai mis en place, et où il y a des choses qui sont parties, mais le sport est resté, les enfants c'est resté, l'alimentation c'est C'était l'été, hein? Oui. Ok, il y a une notion que c'est probablement pas que X, c'est aussi la vitamine D. Le fait d'être... regarde, là, il fait beau. Et... en fait, la vitamine D est une des plus favorables pour t'accompagner dans la bonne humeur et la joie. Ah, mais pourtant, je peux t'assurer que cet été, il y a eu des périodes où j'étais tout en bas, et il est arrivé... Et donc, il faut quand même que je reconnaisse, c'est pas lui qui a eu ce pouvoir sur moi, c'est moi qui lui ai donné ce pouvoir-là, comme si c'était indispensable à mon épanouissement que X soit là, tu vois. Ouais. Je ne peux pas faire de choses pour moi si X n'est pas là. C'est pas que c'est nul, c'était ton fonctionnement à une époque. Je ne veux plus de ce fonctionnement. Si c'est plus là, ça néglige pas complètement non plus l'idée que la motivation grandit avec la vitamine D. Oui, je suis d'accord. Donc de fait... tout allait bien, quoi. Là, c'était le combo gagnant. C'était complet. Et pourquoi dépendance affective. Avec une démarche différente, de changer quelque chose, d'enrichir ça avec de la vitamine D, justement pour favoriser la bonne démarche que tu souhaites. Parce que combien de personnes se disent, dès que je suis à la plage au soleil... Je me suggère de partir au Costa Rica. non, parce que je vais aller acheter un billet, je dirais... Je sais pas, je n'avais pas de destination particulière à te conseiller. Mais c'est celle-là pour moi, le symbole même du soleil. Mais Oui, moi c'est simple, il y a du soleil aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais commencer combien de temps au soleil, par exemple, là, tu vois, en termes de conseils? Combien de temps au soleil tu crois qu'il faut rester pour en profiter? Ah, mais il y a une norme, il y a une vraie étude il y a quelque chose qui manifeste que la nécessité de l'exposition au soleil pour avoir la quantité de vitamine D nécessaire quotidiennement, elle est effectivement définie. Alors vas-y, dis-moi. Combien tu l'estimes, toi, l'exposition au soleil nécessaire? Moi, je dirais au moins 4-5 heures. Voilà, ok. Donc c'est dans le surabus. Ouais, d'accord, parce que c'est 10 minutes torse nu. Ok. Ouais, tu vois, moi il me faut 4-5 heures. 10 minutes d'une peau exposée au soleil pour qu'il y ait une sécrétion de vitamine D. Ok. Et dont tu as besoin pour ton quotidien, ta journée. Pour ta journée. Ok, ça te charme. Moi, si je prends pas 4-5 heures... Ça, c'est ce que tu crois, parce que c'est pas la réalité du besoin. Non. Parce que t'imagines s'il fallait rester 4-5 heures vraiment, c'est-à-dire là en hiver, mais... en hiver, mon pauvre, tu vois bien, je suis dans la nuit noire de l'âme, moi, c'est... Oui, mais il y a quand même du soleil, mais on n'a probablement pas autant d'exposition que les 4 heures que tu estimes nécessaires. Oui, c'est sûr. Donc 10 minutes au soleil bien exposé, ça évite justement de faire la crêpe sur la plage en disant c'est absolument la dose nécessaire. Ouais, d'ailleurs, quand il fait beau, si je reste dedans à lire ou un truc, je m'auto-fustige, je me détache, je me dis, mais il fait beau, là, il faut que t'ailles dehors, il faut que t'ailles dehors. Et il faut. Oh la vache, il faut. Ça ne marche jamais, l'injonction. Il faut que je fasse un truc. Alors, ça a marché. C'est important, cette phrase. Écoutez-la bien, répétons-la 1000 fois, Adrien, parce qu'il faut vraiment qu'elle rentre dans la tête. Dès qu'il s'agit d'une injonction ou dès qu'il s'agit de se faire croire qu'on va faire quelque chose, et souvent ça sort par « je vais essayer de le faire », tu peux enlever tout le reste. J'ai envie. Donne-moi un stylo, je vais m'écrire « j'ai envie » sur la main. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de stylo. T'as besoin d'écrire « j'ai envie ». J'ai envie d'écrire « j'ai envie » pour me souvenir que je dois avoir envie. Ouais. C'est dommage. J'ai envie. Non, mais je vais... Mais parce que je veux tout de suite. Je veux... Voilà, on en revient au premier podcast. Je veux tout de suite. Je veux pas que cette phrase, elle vienne de rentrer sur moi puis qu'elle mette des semaines à intégrer, là. Il n'y a rien à intégrer. C'est s'écouter parler. Et on parlait de la voix tout à l'heure. S'écouter parler pour admettre que derrière une injonction, il y a un ordre. Et un ordre n'a jamais une réponse épanouissante. Si tu réponds à un ordre, c'est que tu es soumise. C'est jamais agréable d'être soumis. Si tu réponds à un ordre que tu t'imposes à toi, ok. Dans d'autres circonstances, peut-être, ça peut être. Sophie a fait une blague. Bon, ça a été facile. Mais l'idée de s'interroger sur la formulation, l'utilisation des mots, c'est pour ça que parfois je te reprends un petit peu trop. Parce que entre gérer, maîtriser, la notion de contrôle ou la notion de lâcher prise, il y a vraiment des catégories de mots où c'est épanouissant ou c'est enfermant. D'où la verbalisation, c'est important ça. Attends, excuse-moi, David, excuse-moi, mais ça va être dans le podcast. Mais en fait, tu m'appelles, je suis au boulot et en fait, ça me coupe mon enregistrement, donc je te raccroche au nez, bisous.
C'est pas là. Il va être content. Mais il est capable d'appeler. Voilà, c'est cadeau. Et donc, nous, on va reprendre notre conversation. L'injonction ou le je vais essayer de ne marche jamais. Ça marche un temps. Faut que je fasse un régime. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je change ça. Je dois. Mais après, on a des contraintes auxquelles on peut pas. Tu vois, je dois faire mes papiers. Ça, c'est ces trucs-là. Donc, il y a des obligations. Oui, ok. Il y a des obligations auxquelles tu ne peux pas couper. Ouais. Et là, c'est pareil. Il y en a d'autres qui vont te dire il faut que je fasse mes papiers, mais ils ne les font pas pour autant. Donc, j'ai envie de faire mes papiers. C'est formulé autrement, parce que je reconnais que j'ai pas forcément très envie de les faire, mais j'aimerais avoir envie d'avoir envie. Oui. Tu vois, et qui a envie en fait, est-ce que tu connais des gens qui aiment faire ça? Qui aiment faire leur papier? Oui. Ah bah il y a des gens qui adorent être ordonnés. Ouais, que les trucs soient classés, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'organisation qui prennent un plaisir fou, ce que je ne suis pas, mais ce que je peux comprendre, c'est organisé, les choses sont clarifiées, c'est planifié, elles se sentent bien. Je crois très volontiers que je pourrais me sentir bien là-dedans aussi. Moi aussi. Mais donc, je fais en sorte de ne pas me faire sentir bien si je le fais pas. Parce que du coup, comment est-ce que les gens ont envie? Ils n'ont pas forcément envie de faire leur papier, mais ils ont envie que les choses soient ordonnées, classées, clarifiées, et que ce soit plus simple pour eux. C'est beaucoup plus simple quand tu rentres dans une pièce, dans une maison, dans un classeur qui est clarifié. Pareil, le feng shui, c'est ça. Le feng shui, c'est ça. C'est en gros harmoniser la circulation de ta maison. Donc, et le minimaliste, il est là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'en gros, plus tu accumules de choses, plus on pourrait estimer que ce que tu as encombré dans tes pièces, c'est l'encombrement que tu as en toi. Donc, c'est ouf que tu dis ça. Mais il y a des choses qui sont passionnantes là-dedans, parce qu'ensuite, il y a l'extrême du minimaliste, où il y en a qui s'en moquent et qui font des parodies qui sont fabuleuses. C'est qu'en gros, il y a une couverture, même pas une lampe. Bon, et voilà, je vis bien comme ça. Bon, ça, c'est de la parodie, mais il y en a d'autres qui, effectivement, dans le minimaliste, épurent tout ce qu'ils stockent. Nombre de fois où avec ma femme on ouvre un placard, on dit allez, là on s'y met. Ça part. Oui, mais même ça, tu gardes encore des trucs. Non, je comprends. J'ai fait le au cas où. Là, c'est 10 derniers jours. Mais le au cas où, j'ai viré de chez moi tous les au cas où. Oui, bien joué. Je te jure sur la tête de mes enfants. Tu l'as fait il y a combien de temps? Là, ouais, mais je l'avais jamais fait comme ça. Et alors du coup, comment est-ce que tu analyses le fait? Je me sens, il y a plus rien chez moi et en fait, je me sens bien. Et Attends, mais est-ce que tu arrives à corréler ça avec ton état d'esprit du moment? J'avais pas le choix. En fait, c'est venu avec toutes les décisions que j'ai prises là. C'est ce que je suggère, c'est qu'en gros, tu t'as pas dit il faut que je range. Non, c'est venu naturellement parce que quelque chose a changé. Ouais. Tu as pris une décision par ailleurs et cette décision engage tout ton être et toute autre chose peuvent changer avec ça. J'ai mis 20 sacs de 120 litres en dehors de chez moi. 20 sacs. Est-ce que tu es en train de 80 mètres carrés. Du coup, tu es en train de réaliser que tu fais du vide dans ta maison. Alors, c'est une des propositions de certains bouquins, faire le vide chez soi pour pouvoir accueillir quelque chose de meilleur. C'est ça, c'est exactement ça. Et toutes les décisions, tout s'est fait en même temps, c'est incroyable. Et je me sens trop bien. Je rentre chez moi, il y avait plein de choses que je gardais genre, au cas où. Non, mais j'avais même des trucs, j'ai fait des vidéos Insta, je te jure, c'était à mourir de rire, quoi. J'avais des trucs pour découper les rôtis. J'ai jamais fait un rôti de ma vie. Les hommes pourraient se reconnaître dans le ça pourra toujours servir. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'ils gardent en général, c'est les bricoleurs qui font ça. Ça pourra toujours servir. C'est des petites lattes de bois, c'est des trucs dans le genre-là. Ouais, mais c'est ça. Des trucs de décoration, des trucs ça pourra toujours servir. Ça pourra, oui. Moi, j'ai un patient comme ça qui me racontait ça, qui me disait que professionnellement, pour autant, il se retrouvait avec des trucs qu'il avait accumulés. Il rachetait par ailleurs pour faire un chantier. Il se rendait compte qu'il avait le produit, mais finalement, il n'y avait pas tu vois, je me souviens de ce que j'ai, je vais l'utiliser. C'est que j'ai tellement accumulé que je sais même plus ce que j'ai, et je finis quand même par racheter. Et donc faire de la place dans son espace de vie appartient à faire de la place en soi. Ouais, et j'ai tellement envie d'accueillir de nouvelles choses que j'ai envie, tu vois, j'ai dit j'ai envie, en fait, voilà. Et voilà comment ça vient naturellement après. C'est que si tu dis il faut, c'est que tu es dans une obligation, une injonction qui ne fonctionnera pas. J'ai envie, ça vient soit plus naturellement, soit tu reconnais que tu ne le dis pas. Déjà plus juste dans la verbalisation. Tu as le droit de dire il faut que je fasse quelque chose, mais il faut, en espérant que ce soit les mêmes bénéfices que celle qui a envie d'un changement et qui va profondément changer les choses, c'est mésestimer l'énergie de il faut. Il faut avoir envie. Injonction d'avoir envie, ça ne marche pas. J'ai envie d'avoir envie, ça c'est
la chanson de Johnny Hallyday là-dedans, qu'on me donne l'envie. Alors, vas-y, je t'en prie. Non, mais qu'on me donne l'envie. Elle est merveilleuse, cette chanson. L'envie d'avoir envie, elle est merveilleuse. Parce que je reconnais que je n'ai pas envie. Mais qu'on me donne l'envie. Putain, j'aspire à ça. J'en ai marre de pas avoir. Mais c'est marrant parce que là, on va élargir le débat. On vit dans un monde dans une société qui fait tout pour ne pas nous donner envie, pour justement nous maintenir et nous conditionner. Hein. Oui, mais alors par quoi ça commence ? C'est par soi-même. Alors comment la manipulation commence ? À partir du moment où on laisse les autres avoir un pouvoir sur nous. Oui. J'allais partir sur le sujet qu'on a abordé là, c'est l'alimentation. Parce que la pub, ou les producteurs, éventuellement tous les industriels, ont la possibilité de t'enrichir dans des produits qui sont pas du tout bons pour toi. C'est leur droit, ils vont vendre leurs produits. Mais en faisant ça, ces produits-là, malheureusement, sont à la fois faciles d'accès et justement très rapidement addictifs. Oui, et on en vient vite à croire qu'on en a besoin. Moi, j'ai changé depuis que j'ai plus de télé, moi. Je suis stupéfait de savoir que sur la table, parfois, de certaines maisons, il n'y a pas d'eau. C'est du coca. Ouais, alors, non, mais là, on vit dans un... Pour moi, c'est parallèle, là. Je suis désolée pour les gens qui boivent du coca et qui boivent pas d'eau. Parce que c'est occasionnellement, pas de souci, mais à table, remplacer ça avec la première chose quand tu dis j'ai soif, c'est d'aller chercher du coca. Il n'y a rien de pire que le coca. Tu vois, on parlait du café et de sucre que tu mettais, mais quand tu réalises la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur, la vraie pathologie, elle est dans j'ignore ce que je mets dans mon corps, parce que c'est juste une habitude et je me pose pas la question de pourquoi. Ça, c'est déjà pas forcément chercher la santé. Après, sans passer du côté ensuite d'autres, mais que j'adore pour autant, Irène Grosjean, qui est une... Ouais, je l'adore. Tu la connais ? Mais bien sûr. Voilà, parce que c'est toujours délicat quand j'en parle et qu'on connaît pas, mais Irène Grosjean, elle est fabuleuse parce que si tu veux, elle te remet en situation de... Et si on refaisait des choses plus simples ? Il y en a un autre, là, tu vois, le Jean Seignalais, docteur Jean Seignalais, qui a écrit un bouquin... L'alimentation de la troisième médecine. C'est que lui, il est beaucoup sur la pathologie, là où elle est beaucoup sur la santé. Oui. Mais c'est intéressant quand même de voir que certaines pathologies... Je la trouve brillantissime, j'adore écouter ce qu'elle dit. Mais elle est simple, en plus. Oui. Et la notion de l'un qui parle de santé et l'autre qui parle de maladie, l'alimentation a un effet bénéfique dans tous les cas. Elle parle de santé pour les gens qui effectivement n'ont pas des maladies inflammatoires importantes. Alors que lui, c'est ça. Voilà, il est plus dans l'idée que certaines pathologies réagissent à une correction de l'alimentation. Mais il va loin, c'est-à-dire qu'en gros, les modes de cuisson sont pas les bons. Oui, mais bien sûr. Irène Grosjean, elle le dit aussi d'une certaine manière, puisqu'elle préconise de ne rien cuire. Oui, c'est quasiment du cru tout le temps. Alors c'est très extrême. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est un extrême, Irène Grosjean. Puis en même temps, j'adore sa façon. Oui, mais alors, est-ce que tu as déjà essayé ce qu'elle propose ? Non. Parce que tu dis extrême, mais est-ce que si t'as pas essayé, ça vaut le coup de mélanger, d'harmoniser ? Parce que tu vois, les soupes crues chaudes, c'est déjà dans la formulation, les gens vont bugger. C'est soupe crue et chaude. Comment est-ce que tu fais du cru chaud ? Tu mixes tous les éléments que tu veux. Donc après, c'est souvent effectivement légumes. Et, tu vois, il y a des vraies recettes. Et tu mets de l'eau bouillante dedans. Donc c'est pas vraiment cuit, c'est juste chaud. Et comme c'est mixé avec cette eau chaude, tu la bois dans la foulée. C'est hyper frais. T'as rien abîmé des produits que tu mets dans. Donc là, j'en déduis que tu as déjà fait ça. J'ai complètement fait ça. Oui, et tu m'opposais à une époque que je mangeais pas de graines, que c'était très curieux, que je mangeais énormément. Tu manges des graines. Non, mais graines germées, effectivement, il y a eu une période comme ça. Puis j'adore ça, oui. Cette période-là, elle a duré un temps, puis après, tu vois, c'est des contraintes qui finalement s'estompent un petit peu. C'est ce que je te dis, il y a des périodes de fête. Une fois que le sucre se réinvite dans ta vie, t'as moins en moins de volonté pour changer ça. Oui, puis moi, tu vois bien mon fonctionnement, je pars très vite dans un extrême. Donc, c'est-à-dire que je vais décider que je dois manger plus équilibré. Je vais pas petit à petit changer, apporter des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses. Je vais tout de suite être d'accord, je deviens végane, je ne mange plus de viande, plus de trucs mélangés, plus de trucs avec du sucre, plus de machin. Puis je vais m'enfermer dans un truc radical. Vraiment... C'est pas la santé. Non, c'est pas la santé. Je dis pas que vegan c'est pas ça. C'est le côté changement radical. C'est le changement radical. Voilà, le changement radical qui est peu importe. Le changement radical n'est pas sain. Effectivement. Mais dans tout. La santé, c'est l'équilibre, le respect des saisons. C'est des trucs tellement simples que finalement. Ouais, mais en fait, il faut revenir à ce qu'il y a de plus simple. Théoriquement.
Mais revenir à la simplicité, c'est pour autant très difficile. Et on parlait des accords Toltec aussi il n'y a pas longtemps. Ils sont d'une simplicité enfantine et d'une difficulté monstrueuse à essayer de les appliquer au quotidien. Voilà. Donc la simplicité n'est pas fausse, mais elle est très difficile. C'est de la discipline au final, la simplicité. Ouais, rester simple. Mais rester simple, c'est rester vrai. Discipliné à rester vrai et à rester simple, c'est quand même incroyable. Oui, mais alors quel épanouissement du coup quand tu touches du doigt un truc dans ce genre-là. C'est vrai, je suis d'accord. Yes. Dit-elle, et puis nous allons donc finir ce podcast et je vais aller acheter un kebab. Non, là du coup, c'est bien pour moi ce qu'on vient de partager là, parce que ouais, j'ai envie de rien. J'ai pas envie de manger, et puis j'ai pas envie de ne pas manger non plus. Je sais pas comment. Là, j'ai pas faim, donc je vais travailler. Là pour dire, parce que tu dis ça, mais les gens savent pas vraiment quelle heure il est. Il est 12h30. Ça serait typiquement le genre d'horaire où effectivement on a faim. Qu'est-ce qui expliquerait qu'on n'ait pas spécialement faim, même si moi j'y pense quand même un peu. Oui, toi t'as faim. J'ai faim surtout parce qu'après j'ai peu de temps pour pouvoir manger. Oui, t'as rendez-vous à quelle heure ? À 13h. Non. Bon stop. Salut tout le monde, on vous laisse. C'est la fin de ce podcast. On va vraiment le finir comme ça parce qu'il était assez riche. Tu vas finir ce que tu es en train de dire. Tu vois, j'ai même perdu le fil de ce que je voulais dire. Bah oui, mais c'est sur l'alimentation. Oui, de quoi est-on nourri du coup ? Parce que cette nourriture du partage, d'être dans une conversation qui peut être utile mutuellement, il y a quelque chose qui du coup fait de la satiété une sensation peut-être moins urgente. Parce que réellement, on n'a pas besoin de manger 3 repas par jour. Voilà. Oui, et ça c'est... Bon, voilà. On va arrêter là. On va dire que... Je crois que c'est bien cette conclusion. Et on n'est pas en train d'inviter les gens à plus se nourrir parce qu'ils se nourrissent d'autres choses. Non, mais les gens sont intelligents, ils font la différence. J'espère. Je dis juste que émotionnellement, je n'ai pas le besoin de me combler de quelque chose. Parce que je viens d'être comblée dans le partage de ce podcast. Même juste l'épanouissement de quelque chose qui te fait plaisir qui est agréable. J'adore. Tu vois, mais le nombre de gens qui, dans une passion, vont oublier le temps qu'ils font, vont oublier combien de temps ils y passent. Oui, ils oublient de manger même. Ils sont au sport, ils sont au vélo, ils sont en famille, ils sont, je sais pas moi, n'importe. Et on n'a pas bouffé. Non, on était bien en fait. Ok. Merci Adrien. Je vais te libérer pour que tu ailles aller manger ton houmous. Mon houmous. Ton houmous et tes graines. À bientôt. Salut. Salut.